Ce devait être un ciel sans nuages, un horizon dégagé. Aéroport de Paris, propriété de l'État français et leader mondial du secteur, ADP devait être privatisé. C'était inscrit dans la loi Pacte et à l'Assemblée, tout se déroulait comme à l'accoutumée. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Le Premier ministre était monté lui-même au créneau. Monsieur le Président, la façon dont fonctionne aujourd'hui Aéroport de Paris est largement perfectible. Nous savons que la qualité de service, le montant des investissements ne sont pas aujourd'hui satisfaisants. Il ne faut pas confondre. L'opposition avait bien élevé la voix. Vous êtes en train de commettre une erreur irréparable. C'est aussi une erreur en ce sens que c'est quand même Orly-Roissy, additionner 100 millions de passagers, c'est la première frontière de France. Et privatiser une frontière, c'est une faute et un abandon de souveraineté nationale. Mais à la fin, l'écrasante majorité des députés En Marche avait balayé les objections. Pour 42 contre 17, l'Assemblée nationale a adopté l'article 49. L'histoire aurait dû s'arrêter là. Pourtant, 1 an et demi plus tard, rien n'a bougé. Aéroport de Paris est toujours dans le giron de l'État et cela n'est pas près de changer. Une demande de référendum et un virus ont modifié le plan de vol. Tout a commencé lors du débat sur la loi Pacte. La privatisation d'Aéroport de Paris déclenche alors quelque chose de rare dans l'hémicycle. On a tous les mêmes arguments. On ne privatise pas une frontière, c'est pas le marché qui doit dicter sa loi et les actionnaires, c'est une mauvaise affaire financière. Il y a une forme de convergence des oppositions autour d'un sujet qui leur paraît être un sujet d'intérêt national, d'intérêt supérieur. J'ai échangé avec ma collègue LR Marie-Christine Dalloz, ma voisine, avec Valérie Rabault que je voyais régulièrement. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Cette question, les sénateurs se la posent aussi, car l'examen du texte chez eux a produit les mêmes effets. Quand nous avons vu cette majorité improbable, inédite au Sénat, entre LR, le PC, le PS, quelques radicaux qui étaient là, on s'est dit mais il y a un coup à jouer. On se rend compte qu'il y a peut-être la possibilité de réunir les 185 signatures nécessaires à un référendum d'initiative partagée. RIP, 3 lettres pour référendum d'initiative partagée. Une idée du président Nicolas Sarkozy en 2008 pour redonner du pouvoir aux citoyens. Comment le peuple souverain peut-il prolonger sa confiance, renouveler sa confiance ou retirer sa confiance? Voilà en vérité la question centrale de la réforme des institutions de la République. Cette nouvelle forme de référendum est alors gravée dans l'article 11 de la Constitution. Mais depuis, toutes les tentatives de RIP ont échoué. Les parlementaires vont vite comprendre pourquoi. Car le RIP, c'est un peu comme un labyrinthe dans un jeu vidéo. Pour progresser dans le labyrinthe, il faut d'abord franchir les portes du Parlement, puis celles du Conseil constitutionnel, pour pouvoir ensuite se présenter devant les Français. Ce n'est qu'au terme de cette course d'obstacles que le référendum peut être organisé. Un parcours du combattant. Pour ce premier niveau, députés et sénateurs ne peuvent compter que sur eux. Tout se joue donc dans l'enceinte du Parlement. La mission consiste à rassembler 20% des parlementaires pour porter une demande de référendum. Ce sont les socialistes qui vont donner le coup d'envoi. Valérie Rabault va s'en charger à l'Assemblée nationale. La présidente du groupe PS a fait les comptes. Elle sait qu'il faut rallier une partie de la droite. Elle peut compter sur le soutien de Gilles Carrez, figure respectée et écoutée des Républicains. Il décide d'en parler à la réunion de son groupe. Christian Jacob me dit tu n'auras pas le soutien du groupe en tant qu'institution,
Mais si tu veux essayer de réunir des signatures, ça ne pose pas de problème. Donc, j'ai eu carte blanche, en quelque sorte, pour mobiliser mes collègues. Au Sénat aussi, la chasse aux signatures est lancée. J'ai signé 150 lettres individuellement avec un petit mot à chacun. Et donc là, il a fallu aller chercher, y compris des signatures de sénateurs qui étaient partis. Donc il a fallu qu'ils nous les envoient par chronopost. Enfin, ça a été tout un cirque, permettez-moi l'expression. Une mobilisation qui va payer. À l'Assemblée, la moitié des Républicains, toute la gauche et une partie des centristes vont signer. En quelques jours, le compte y est. Le 9 avril, les journalistes sont convoqués. Et comme le voulaient les conspirateurs, la majorité n'a rien vu venir. Alors au sein de l'Assemblée, dans cet espace appelé les 4 colonnes, c'est là, très précisément, grâce aux médias, que j'ai découvert cette procédure, ce procédé mis en place par une conjonction d'opposition. L'opposition s'apprête donc à annoncer sa première victoire dans la course au RIP. Tout est prêt pour offrir à la presse l'image d'une alliance inédite. Victoire facile, sans doute un peu trop. Un grain de sable va venir enrayer la machine. Valérie Rabault m'envoie un texto lui demandant de la rappeler en urgence. Oh là, il y a un pépin. Le pépin, c'est que les Républicains bloquent sur la présence de la France insoumise parmi les signataires, au point que le groupe de Jean-Luc Mélenchon a été tenu à l'écart de l'opération médiatique. Le jour J, là, j'apprends tout d'un coup qu'il y a une conférence de presse prévue pour annoncer ce dépôt de proposition de loi. Déjà, ça m'étonne. Et puis après, j'entends des journalistes qui me disent « il paraît que vous ne signez pas ». Donc ça m'étonne doublement. Moi, je n'ai entendu parler de LFI que quelques heures avant la conférence de presse. Ils sont comme les coucous, hein, ils se mettent dans tous les nids où on peut les voir, se mettre en évidence. Des noms d'oiseaux qui traduisent de très vives tensions. Pendant que les journalistes attendent, une réunion de crise se tient à 2 pas de là, entre Valérie Rabault et la France insoumise. Tout cela discute en disant nous aussi on veut en être, et si vous ne nous acceptez pas, on le fera savoir. Voilà, je crois que c'est un peu comme ça que ça se noue. Alors, Valérie m'a appelé pour me dire « mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il ne faut pas annuler la conférence ?» Après, je lui ai dit « bien sûr, non, on va pas l'annuler. Si Éric Coquerel veut venir, il viendra et puis il prendra la parole. » Voilà. Bon, merci beaucoup d'être venus aussi nombreuses et aussi nombreux pour assister à cette conférence de presse. À ce stade, il faut donc 185 signatures. Nous sommes bien au-delà. Il y a à ce moment où je vous parle 197 signatures. Sans doute d'autres se joindront à la démarche. Je ne sais pas qui s'est entendu avec qui. Donc quand je présente la démarche, je dis lesquelles des signatures sont acquises et puis je laisse la porte d'une certaine manière ouverte à d'autres signatures. Une porte ouverte dans laquelle Éric Coquerel s'engouffre sans hésiter. Bien évidemment, le groupe France Insoumise signe cette proposition de loi de référendaire. Bon, je sais pas, il y a eu des petits problèmes administratifs, mais c'est peut-être parce que nous n'avons pas l'habitude. L'excuse fait sourire les participants. À cet instant, la France Insoumise rejoint officiellement l'alliance des oppositions. La première chose que je me dis, c'est d'abord mon étonnement. Un étonnement quasiment physique de voir Gilles Carrez aux côtés de députés communistes révolutionnaires, de voir ce que certains ont appelé une alliance baroque ou de circonstances qui n'avaient en réalité qu'un seul point commun, s'opposer. En s'alliant à la gauche, les Républicains risquent-ils leur réputation? C'est précisément sur ce point que Bruno Le Maire les attaque. Mesdames et messieurs les Républicains, ça a vu vous faire bizarre d'avoir comme porte-parole de votre opposition à la privatisation d'ADP le porte-parole du groupe du Parti socialiste à l'Assemblée nationale. Vous avez dû vous demander, mais est-ce que je ne me suis pas trompé de salle? Vous ne savez plus où vous habitez, vous ne savez plus où est le nord, où est le sud, où est l'est, où est l'ouest. Je savais que le ministre utiliserait cet argument.
Mais entre nous, Bruno Le Maire, qui parle d'attelage baroque, c'est un peu pour moi l'hôpital qui se moque de la charité. Parce que nous, on a peut-être un attelage un peu surprenant sur un sujet. Bruno Le Maire, c'est plutôt structurel, je dirais. C'est donc sans complexe et plutôt uni que l'attelage baroque réussit sa première mission. Les coups fourrés en politique, il faut toujours se dire que c'est possible. Et là, je dois dire que l'opposition a bien joué, elle a joué son jeu, elle a bien joué. Et donc, il faut toujours anticiper ce genre de process. À peine le premier obstacle franchi, voici que se profile le deuxième, le Conseil constitutionnel. Son rôle, vérifier que la procédure respecte ce que prévoit la Constitution. Il faut donc obtenir son feu vert pour que l'aventure du RIP continue. L'article 11 a placé sur la route des parlementaires un obstacle de taille. C'est écrit noir sur blanc, la demande de RIP ne peut pas concerner une loi promulguée depuis moins d'1 an. En clair, le législateur ne veut pas qu'on s'attaque à des lois trop récentes. Les parlementaires, qui avaient bien lu leur article 11, ont alors trouvé un subterfuge. Donc pour nous, la cause contre la montre, c'était absolument que le RIP soit enclenché, déposé sur le bureau du Conseil constitutionnel, non seulement avant la promulgation du texte pacte, mais avant même son vote définitif à l'Assemblée nationale. La ruse, la voici. À l'Assemblée, une loi est d'abord examinée, puis votée, avant d'être promulguée par le président de la République. Les parlementaires ont pris soin de demander le RIP avant promulgation. Ainsi, la loi Pacte n'est pas promulguée depuis moins d'1 an, puisqu'elle n'est même pas encore votée. L'opposition tente le coup. Nous sommes dans les clous juridiques, puisqu'on n'a pas le droit de soumettre à cette procédure de référendum article 11 des dispositions législatives qui ont été adoptées depuis moins d'1 an. Bon, là, ça n'est pas adopté. On est juste à la limite. Le Conseil constitutionnel va-t-il suivre une opposition qui joue sur les mots? Il a 1 mois pour trancher. Le 9 mai, la décision est brandie comme un trophée salle des 4 colonnes. Le Conseil constitutionnel a donné son feu vert à la demande de référendum. Devant les caméras, l'opposition se congratule. Merci beaucoup. Voilà, merci. Et vous voyez la complicité quand même de la commission des finances. On a toujours su travailler ensemble. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Voilà. Ce que viennent d'obtenir les députés est sans précédent. Le peuple peut remettre en cause une loi tant qu'elle n'a pas été promulguée. Pour la majorité, c'est une décision lourde de conséquences qui fragilise le Parlement. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour. Moi, je regrette, je l'avais fait à la tribune, je le fais encore aujourd'hui, que des parlementaires, d'une certaine manière, scient la branche sur laquelle ils sont assis, en utilisant un trou de souris juridique pour mettre en concurrence la démocratie parlementaire et la démocratie directe. Ils décrédibilisent le travail parlementaire. Et oui, ils font le jeu des populismes. Une fois encore, je ne crains pas le peuple français, au contraire. Mais je crains le populisme. Je pense que la démocratie, depuis que je suis élu, je la vois vivre au sein du Parlement, elle est extrêmement fragile. Et l'antiparlementarisme que nous vivons, que je vis au quotidien, dans ma permanence, sur les marchés, sur les réseaux sociaux, c'est une plaie. C'est pas une plaie spécifiquement pour La République En Marche, c'est une plaie pour la République française, pour le Parti Socialiste, pour les LR, pour LFI, pour tout le monde. Et je pense qu'il faut faire attention, quand on verse de l'eau à un moulin, à faire en sorte que le moulin, à un moment, ne se retourne pas contre vous. Le sentiment qui est le mien dans la réaction de l'exécutif, c'est qu'il est très contrarié. Il est très contrarié. Et il en tire les mauvaises conclusions. Il considère qu'on porte atteinte à la démocratie représentative, alors que ce référendum d'initiative partagée procède de la démocratie représentative. Ce n'est pas une initiative citoyenne, c'est une initiative parlementaire. Merci Gilles. Ça va? Merci. Je suis très content parce que vraiment, c'est un beau succès. C'était du travail rapide, il fallait convaincre. Voilà.
L'alliance du RIP a franchi le deuxième obstacle. L'aventure peut continuer. Il y a une deuxième phase qui s'enclenche. Et là, nous donnons les clés pour cette deuxième phase à nos concitoyens en leur disant « Vous avez la possibilité, c'est la première fois dans l'histoire de la République que vous avez la possibilité qui vous est donnée par une démarche des parlementaires de vous exprimer, de dire que vous ne voulez pas la privatisation d'Aéroports de Paris. » L'obstacle du Conseil constitutionnel est franchi. Les parlementaires vont pouvoir présenter leur demande de référendum aux Français. Pour ce troisième niveau, le défi est énorme. Il faut obtenir le soutien de 10% des électeurs, soit 4 700 000 Français, en à peine 9 mois. Pour recueillir les signatures, un seul site, celui-ci. Les Français munis de leur carte d'identité peuvent y signer une pétition pour demander le référendum. Le site est géré par le ministère de l'Intérieur, sous le contrôle du Conseil constitutionnel, du très sérieux donc, sauf que les premières heures sont catastrophiques. Les messages d'erreur se multiplient, les internautes en colère se plaignent. La France insoumise s'en fait l'écho dans l'hémicycle. Nous avons reçu là 253 messages de personnes qui n'arrivent pas à signer en ce moment sur le site du gouvernement. On reçoit des messages sur erreur 404, page not found, code IDC non postal, comme une absente. 2 fois que j'essaye et ça me dit forbidden, you don't have permission to access. On nous avait dit que c'était la Startup Nation. Il y a 2 hypothèses. La première hypothèse, c'est une hypothèse d'incompétence, ou sinon, c'est qu'il y a de la mauvaise volonté. Pendant que François Ruffin alerte l'hémicycle, ok, d'accord. Son collègue de la France insoumise, Éric Coquerel, traverse la Seine, direction le ministère de l'Intérieur. De ce que je comprends, depuis ce matin, ils bug d'un peu partout. Et je ne crois pas que ça soit involontaire. Je pense qu'ils vont nous mettre des bâtons dans les roues en permanence. Sur place, Éric Coquerel retrouve ses collègues de RIP. Bonne chance, parce que ça marche pas. Salut, ça va? Toujours pas? Moi, j'ai pas réussi. Si, ça marche, moi j'ai réussi. On a fait Moi, j'ai pas réussi la 5 minutes avant de venir. Ça va, Gilles? Chacun a constaté les bugs du site internet. Christophe Castaner va devoir s'expliquer. Il faut noter la forme d'écoute réelle du ministre de l'Intérieur. Nous avons pu souligner les difficultés déjà repérées dans le lancement du site internet. Nous avons eu des réponses, donc maintenant nous serons extrêmement vigilants naturellement sur le bon suivi de cette procédure. Ils vont appliquer la loi et rien que la loi. C'est-à-dire que malheureusement, ce qu'on pourrait attendre, par exemple en termes de campagne audiovisuelle, même neutre pour informer les Français, je crains que le gouvernement n'aille pas plus loin que ce à quoi la loi l'engage. C'est donc seuls que les parlementaires vont devoir mener cette campagne. Et ils la préparent déjà. Peut-être que pour jeudi à Saint-Denis, là, on pourrait peut-être leur donner 5 minutes, 2 minutes la parole. Il y en a 2. Le premier grand meeting se profile. Le défi, réunir droite et gauche dans la même salle. Là, ils viennent et on leur dit de présenter le truc. Et c'est une réunion là. On sera tous sur la même estrade jeudi à Saint-Denis. Vous êtes cordialement invités. Les Français vont-ils accepter ce mariage entre la droite et la gauche? En guise de test, les signataires du RIP ont choisi un bastion communiste, Saint-Denis. Aujourd'hui, c'est un exercice de pédagogie, c'est un coup de départ. Vous savez, c'est quand vous poussez sur le plongeoir avant de plonger. Et ben voilà, on donne ce coup de talon. Décidément, ces parlementaires-là ne se quittent plus. La fine équipe se répartit le temps de parole. Ce que je vous propose, c'est que ceux qui interviennent en amont laissent aussi un peu de place à ceux qui vont répondre aux questions.
Moussel, une vidéo. Moi, j'ai besoin de 7-8 minutes. Tout est prêt, jusqu'au message d'accueil en forme de clin d'œil. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à bord du vol 93-200 à destination de 4,7 millions de signatures pour un référendum d'initiative partagée contre la privatisation d'Aéroports de Paris. Nous sommes dans une réunion peu banale, disons-le. Et donc la première chose que j'ai envie de vous demander, c'est que tous ces parlementaires, de droite comme de gauche, on peut les applaudir. Stéphane Peu sait à qui il s'adresse. Dans la salle, quelques syndicalistes de la CGT et de nombreux militants communistes. Quel accueil vont-ils réserver aux élus de droite? Gilles Carrez, qui est ici, il est un homme de droite, qui fait des choix d'homme de droite. Mais on peut être de droite et faire parfois aussi preuve d'intelligence. C'est pas interdit. Merci Olivier. La blague permet de détendre l'atmosphère. À Gilles Carrez, maintenant, de transformer l'essai. J'ai été choqué lors d'une réponse du Premier ministre à l'Assemblée sur le thème qui veut tuer son chien à l'accuse de la rage. On nous disait mais ADP est mal géré. Mais là, je voudrais rendre hommage au personnel d'ADP, parce qu'ADP est une entreprise bien gérée. C'est une entreprise performante. À l'applaudimètre, Gilles Carrez s'impose haut la main. Vous êtes plutôt de droite, de gauche? De gauche. Et là, vous applaudissez Gilles Carrez, député de droite, ça vous fait quoi? Parce que c'est un homme intègre, très intelligent, et je pense qu'il y a toujours eu une certaine droiture. Je suis communiste. Même si on n'a pas les mêmes idées, il faut combattre ensemble les choses qui nous importent. Ce soir-là, une semaine après l'ouverture du site, 200 000 signatures ont déjà été enregistrées. Mais il en manque encore 4,5 millions. Le bout du labyrinthe est encore loin. Chacun va actionner ses réseaux, les réseaux familiaux, les réseaux amicaux, les réseaux politiques, les réseaux associatifs, pour obtenir les 4 700 000 signatures. Il va falloir faire des tables communes, il va falloir aller avec nos petites tablettes, nos ordinateurs, nos téléphones, pour faire signer les gens, des porte-à-porte, etc. Vous êtes prêts? Vous y allez? À fond. Vous allez voir, ça va décoller. Entre les ballons de plage et les cagettes de tomates, un député, accompagné d'un garde du corps un peu particulier. Dites-lui qu'il est bien dans son truc d'homme sandwich, madame. Parce qu'on a hésité, on ne sait pas si on gardait la tête ou pas, finalement on a gardé la tête. Un homme sandwich, bien pratique pour engager la conversation. Bonjour monsieur. Dans la torpeur de l'été, les Français n'ont pas forcément la tête au rip. Sur ce marché de Mimizan, le député Boris Vallaud part en quête de signatures. Et donc là, vous pouvez soutenir le principe du référendum sur Internet. Vous savez, il n'y a plus de parti, il ne faut pas chercher non plus. Il y en a encore quelques-uns, mais en tout cas, cette fois-ci, ils se donnent la main là, sur ce sujet-là. On n'a pas été écouté dans le débat parlementaire, donc là, on suggère de faire un référendum pour demander aux Français ce qu'ils en pensent. Je pensais que ça avait été arrêté, cette... Et non, ils n'y ont pas renoncé. Et donc on peut empêcher ça sur Internet en soutenant le référendum, pour pouvoir avoir un référendum. On l'aura, le référendum. Bah, là, si on en compte 3 de plus, ouais. On est à 3 près, je pense qu'ils sont là. Oui, on a même la possibilité de le faire là, si vous avez 5 minutes, ou là maintenant, ou tout à l'heure vous passez. Boris Vallaud ne se contente pas de promesses. Dans son sillage, une militante fait signer sur une tablette numérique. Il suffit d'une carte d'identité. Il faut qu'il y ait tous les prénoms, tous les noms, et que ce soit écrit exactement comme sur la carte électorale. Alors je pense que sur la carte électorale... Il faut prendre son temps. Vous me dictez le numéro de la carte? Pas de problème. Non, je vous écoute. Mais avec un peu de patience, Votre adresse mail? on finit par y arriver. C'est bon. Votre soutien a bien été pris en compte. D'accord. Une quinzaine de signatures en moins de 2 heures. Chacun a son opinion sur le sujet, comme ces Toulousains dont l'aéroport a été vendu à un groupe chinois. Toulouse est devenue privée et on n'a pas trop accepté et on ne nous a rien demandé. Voilà. Oui.
Mais Toulouse, ça s'est fait, c'était sous le gouvernement précédent, sous le gouvernement de François Hollande. Ce qui est en France, il faut le garder, moi je dis. On ne va pas commencer à vendre toutes nos entreprises et nos infrastructures à des étrangers, parce qu'après on aura quoi? Et on ne pourra plus les gérer, ça sera les étrangers qui vont les gérer à notre place. Alors, moi je ne suis pas d'accord. On peut vous avoir le même, mais pour femmes. Oui, et ça vous va bien. Ah, voilà. Bon, il y en a qui ont la chance de baigner, il y en a d'autres qui transpirent comme des bêtes. Eh bien, regardez, référendum, on peut décider. Vous lirez ça? Vous regarderez. Bon, bonne plage. Elle est un peu fraîche encore. Ah, ouais. La campagne semble bien partie. En à peine 3 semaines, les partisans du RIP vont recueillir 500 000 signatures. Mais à la rentrée, le soufflet va retomber. Et la grève contre les retraites au mois de décembre ne va rien arranger. Les Français ont la tête ailleurs. Les signatures se font de plus en plus rares. Et la campagne du RIP s'enlise. Le 13 mars, le verdict tombe. À peine plus d'1 million de signatures. On est très loin des 4 700 000 requises. Du côté de la majorité, on prend acte de cet échec. Je crois que les oppositions avaient tous les outils à leur disposition. Elles s'étaient unies dans cette grande coalition contre la privatisation d'Aéroports de Paris. Et que donc, si elles voulaient atteindre l'objectif des 4 millions, il fallait aussi qu'elles fassent davantage campagne. Pour l'opposition, si la demande de référendum a échoué, ce n'est pas à cause d'une mauvaise campagne, mais d'un seuil de signature bien trop élevé. Je ne crois pas que un RIP pourra atteindre 4 600 000 signatures. Je crois qu'en réalité, ça ne marchera pas. Donc il faut le changer, il faut baisser le seuil. Aujourd'hui, en théorie, plus rien n'empêche le gouvernement de privatiser ADP. Mais il ne le fait pas, car la pandémie de coronavirus a cloué les avions au sol. La privatisation d'Aéroports de Paris n'est plus vraiment d'actualité. Dans le contexte actuel de la crise du Covid-19, effectivement, le secteur de l'aérien est un secteur qui a été particulièrement touché. Et donc, nous avons besoin d'attendre la reprise économique pour que les conditions de marché soient réunies et pouvoir vendre Aéroports de Paris dans les meilleures conditions. Une privatisation repoussée, presque enterrée, les partisans du référendum pensent y être quand même un peu pour quelque chose. Lorsqu'avec Valérie Rabault, nous avons lancé, là, tous les deux, cette procédure, nous avions également un objectif, c'était de gagner du temps, je ne vous le cache pas. Évidemment, nous n'avions pas prévu, évidemment, la pandémie. La crise du Covid a tué définitivement la privatisation de l'aéroport de Paris, voilà ce que je crois, tant mieux. Oui, on a gagné au moins cette bataille-là, et notons qu'on l'a gagnée, non pas seulement parce que la crise du Covid est arrivée, mais parce que par notre bataille, nous avons réussi aussi à faire durer le débat. C'est aussi ça qui l'a permis. Pas de référendum et une privatisation désormais incertaine, cette première tentative de RIP n'aura fait que des perdants.